Coucou tout le monde, c'est Capet de Coin Academy. Je suis en compagnie de Sébastien Borget, le fondateur de The Sandbox. Comment tu vas? Très bien, merci. Du coup, aujourd'hui, le programme, c'est vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est The Sandbox, ton rôle, la vision économique également. Donc c'est parti. Déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est The Sandbox en une minute? Allez, alors Sandbox, c'est un monde virtuel décentralisé dans lequel tout le monde peut devenir un créateur, créer des contenus en 3D, tout simple, avec des voxels, une sorte de Lego numérique, ainsi que des expériences, des univers dans lesquels les utilisateurs vont pouvoir évoluer grâce à un avatar qui devient un peu leur nouvelle identité. Et ces expériences vont être plus sociales, plus immersives, toucher plus à l'univers du divertissement, du jeu vidéo, mais pas que, la culture, la mode, le sport, la musique, etc. Et à la grande différence de ce qu'on a pu voir dans le jeu vidéo depuis pas de plus de 30 ans maintenant, cet avatar, tous nos contenus, nos vêtements, nos équipements de jeu qu'on a créés ou qu'on a gagnés en interagissant nous appartient et on peut l'utiliser d'une plateforme à une autre en toute liberté. Donc Sandbox, c'est vraiment ça, c'est ce monde virtuel décentralisé qui s'intègre dans un concept plus général de celui qui est le métaverse ouvert. Ok, très bien. Et du coup, donc l'interaction, elle se fait au travers du gameplay, bien entendu. On a des chats écrits, on a des chats vocaux. Comment ça se passe? Alors, dans Sandbox, on a effectivement la possibilité d'avoir des conversations écrites à l'intérieur du jeu. On va pouvoir bientôt avoir des interactions avec des emojis, etc. Mais je trouve que un des aspects les plus intéressants d'être dans un monde virtuel en 3D avec un avatar, ça va être l'expression corporelle. C'est un peu dans l'évolution du langage. La capacité de pouvoir avoir ces emotes, ces animations assez courtes où on va pouvoir danser, saluer, sauter sur place et plein de petites animations, c'est ce qui rend en fait il développe un nouveau langage et une sorte d'interaction et de réaction et génère beaucoup plus d'émotions entre les avatars qui du coup vont pouvoir certes jouer, compléter des quêtes, etc., explorer des nouveaux univers assez immersifs, mais aussi juste en socialisant, exprimer des choses assez intéressantes, seul ou en groupe. Et on retrouve ça dans Sandbox, beaucoup d'activités, de chasse au trésor, des selfies, ça devient un peu une sorte de parc d'attractions géant, un Disneyland géant, mais où il n'y a pas que les marques de Disney à l'intérieur, ou une cour de récré géante, avec un univers qui est beaucoup plus mature et adulte, qui n'est pas que pour les jeunes enfants. Ok, très bien. Je reprends un petit peu mes questions, excuse-moi. Oui, je voulais te demander, quelle est votre cible justement? Parce que tu disais les gamers, mais pas que. Aujourd'hui, tu veux capter qui au travers de ton jeu? Est-ce que les gamers sont les bienvenus? Est-ce que ça va être des gens plus institutionnels, des plus jeunes, des moins jeunes? Quelle est la cible? Alors, le point de départ de Sandbox, c'est quand même une plateforme autour du divertissement. On va toucher le jeu vidéo, la musique, le sport, et après on va s'ouvrir un peu à des univers un peu plus larges en termes de culture, de mode, de divertissement. Mais on a aussi des expériences qui sont construites, donc, parce que Sandbox c'est une plateforme qui est principalement construite par les utilisateurs, on parle du GC. On va trouver des choses qui vont toucher à l'éducation, des événements, on a même des mariages virtuels, des recrutements, des expériences de découverte vidéoludique, du tourisme virtuel, etc. Donc finalement c'est un peu les joueurs qui deviennent créateurs, qui décident de ce qu'ils veulent mettre sur leur land, leur terrain virtuel, et qui vont définir un peu qui, derrière, vont être les audiences de Sandbox. Nous, on a quand même, au départ, pour un peu initier et montrer les possibilités de ce qu'apporte la plateforme, on a effectivement amené plus de 400 marques qui vont toucher des marques comme Ubisoft, comme Adidas, comme Gucci, comme The Walking Dead, mais pas que des marques plutôt américaines ou internationales, mais aussi des marques un peu plus culturelles et régionales de Corée, de Hong Kong. Donc on va trouver un SM Entertainment, pour ceux qui connaissent, c'est le plus gros label de K-pop, style musical coréen. On va trouver des séries télévisées qui sont un grand carton en Turquie, comme Magnificent Century. Et donc c'est dans ce mélange, c'est dans Sandbox qui vient se mélanger tout cet univers et toutes ces marques, en provenance de différentes régions du monde, qui fait qu'on a un monde virtuel assez cosmopolite, où on retrouve en permanence des personnages, des avatars du coup, qui sont inspirés par ces marques. Quand je vois des Gordon Ramsay, je vois Paris Hilton, je vois les lapins crétins de Ubisoft, je vois les bisounours.
c'est assez original de voir tous ces personnages Tu vois? qui se retrouvent, qui dansent, qui s'expriment, qui complètent des quêtes et qui, du coup, explorent ensemble cet univers construit et possédé par les utilisateurs. Donc on est bien dans l'esprit métaverse finalement, c'est la C'est suite ça. logique des réseaux sociaux, mais là au C'est ça. travers d'un espace virtuel. Du coup, et C'est pourquoi ça. la blockchain? Pourquoi avoir choisi de faire ça sur la blockchain justement? Alors, la blockchain, c'est une technologie qui permet d'apporter 3 aspects assez importants qui nous ont fait défaut, parce qu'au début, Sandbox, c'était un jeu sur mobile qui a démarré en 2000, quasiment fin 2011, en 2012. Le principe de départ, à l'époque sur mobile, c'était très simple, c'était juste de toucher du doigt, de pouvoir devenir un créateur. Quiconque peut devenir un créateur. On fait apparaître des pixels, donc à l'époque c'était en 2D à l'écran, on les assemble et ça permet de créer des mini-jeux, des œuvres d'art, etc. en pixels qu'on partageait dans une galerie pour que d'autres joueurs pouvaient accéder pour jouer eux-mêmes, etc. Donc le contenu était apporté par les utilisateurs. On a eu un franc succès, on a eu 40 millions de téléchargements sur 8 ans, quasiment 70 millions de créations faites par les joueurs. Donc finalement le succès du jeu provient du contenu des utilisateurs. Le revenu dégagé par le studio provient majoritairement du coup entre guillemets, du travail, de la contribution de ces utilisateurs. Et on n'avait pas la possibilité de récompenser ces créateurs, du coup, autrement que ce qu'on appelle la social fame, c'est-à-dire mettre en avant leur profil en disant « Ah, ça c'est un créateur super, va voir son contenu, et des recommandations, etc. » Au bout d'un moment, les créateurs, ça suffit pas, ils veulent aussi une autre forme de reconnaissance qui est souvent liée à la monétisation. Et sur les plateformes mobiles, c'est impossible en fait de rémunérer ou partager un revenu à des contributeurs, même sur des plateformes UGC. Donc ça a été un frein. On a perdu nos meilleurs créateurs, même des gens qui passaient des heures, voire des jours parfois sur des choses assez intéressantes, qui partageaient. Au bout de plusieurs années, mois ou années, ils quittaient le jeu, ils allaient sur d'autres plateformes où ils passaient. Et ça, c'était une vraie problématique. On ne pouvait pas capitaliser sur nos créateurs. En 2018, on a trouvé, en explorant un peu l'univers des blockchains, Bitcoin, le protocole, etc., on est tombé sur CryptoKitties, le premier jeu qui utilise la blockchain. À la base, très simple, hein. Les gens élèvent des chats virtuels, les font s'accoupler pour obtenir des nouveaux chats virtuels. Et ces chats virtuels, en fait, sont possédés par les utilisateurs, peuvent être revendus sur des marketplaces, même en dehors du jeu. Et on s'est dit, c'est intéressant, c'est nouveau, ça apporte une solution même de monétisation pour les détenteurs de ces chats, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux qu'avec des chats virtuels? Et en fait, c'est là où on s'est dit, si on appliquait ça à Sandbox, ça serait pertinent. Et depuis, ça fait depuis 2018 qu'on construit Sandbox avec la blockchain et les NFT. Et la blockchain, je reviens un peu, elle apporte 3 points importants. Le premier, c'est la transparence. Comme ça, on peut vraiment voir et faire confiance, alors que dans une base de données centralisée, un éditeur de jeu, finalement, peut éditer à tout moment tous les paramètres du jeu, et c'est en réalité ce qu'ils font en permanence pour optimiser la monétisation. La preuve de la provenance, donc finalement, qui est le créateur original, c'est très important dans des plateformes de création de pouvoir dire hey, cette œuvre, ce monde, ce personnage a été créé par tel artiste ou tel joueur. Et la preuve de un peu tout l'historique de la détention, à qui appartient ce contenu, il a revendu à qui, combien, quand, etc. Et quelle quantité au total de copies numériques de ce contenu existe. De là, ça permet vraiment de définir une notion d'économie numérique avec nos assets virtuels. On achète avec du vrai argent, hein, quand même, et on va pas pouvoir nous déposséder. On va pouvoir s'assurer qu'il y ait le nombre de copies existe réellement, etc., qui sont des éléments en fait, qui font défaut dans le jeu vidéo actuellement. On ne possède pas vraiment les contenus pour lesquels on dépense de l'argent réel. On les loue, c'est ce qu'on dit. Perte de compte, l'éditeur décide de changer la rareté parce qu'il voit qu'un contenu se vend bien. Il a dit j'en ai 100, mais il peut décider à tout moment d'en mettre 1 million. Personne ne saura vraiment, donc pas de transparence. Et à tout moment, si pour une raison X ou Y, il décide que vos activités sur la plateforme ne vous lui plaisent pas, non seulement ils peuvent vous faire sortir du jeu, mais ils peuvent vous retirer tous vos biens pour lesquels vous avez quand même dépensé du vrai argent. Donc ça, c'est des problématiques sous-jacentes qui sont incompatibles, en plus de le manque de rémunération des créateurs. Actuellement, les créateurs vont gagner entre 50 et 70% au maximum de leur apport sur des jeux comme Minecraft, Fortnite, etc. Alors que c'est eux qui font le contenu, c'est eux qui amènent finalement toute cette audience.
la blockchain permet aussi d'avoir plus de transparence par rapport à ça et de proposer 95% de rémunération aux créateurs. Yes. Et du coup, je te lance encore sur le sujet de l'économie. Vous avez proposé donc des jetons Sand. Vous proposez des lands aussi. C'est quoi votre vision économique, justement? Alors l'idée, finalement, c'est un monde virtuel qui va être créé par les utilisateurs et possédé entièrement par les utilisateurs. Posséder un monde virtuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire posséder en fait les parcelles de terrain où les expériences sont publiées. Dans le cadre de Sandbox, qui dit monde virtuel dit carte. Il y a un nombre fini de terrains, 166 464. C'est un choix qui a été fait dès le départ, mais qui est inscrit dans un contrat sur la blockchain, un smart contract, et qui du coup ne pourra pas être modifié. On ne pourra pas, même mathématiquement, le contrat ne permet pas de créer plus de terrains, etc. Ce qui est aussi une garantie finalement. C'est une promesse que vous faites. Une promesse technologique, hein, c'est pas juste sur le papier, et qui permet derrière de s'assurer que il y aura un nombre fini de contenus sur cette plateforme. Et ces terrains, c'est ce qui permet de rendre les expériences accessibles aux autres utilisateurs, à leurs avatars, à faire la monétisation. Ce qui est intéressant dans le cas d'un monde virtuel, c'est contrairement à un store comme l'Apple Store, Google Play Store, etc., c'est qu'il y a une notion de voisinage, de proximité entre les applications et les jeux. C'est deux icônes qui sont côte à côte sur le store de son iPhone, n'ont aucun lien. Peut-être thématique, mais c'est tout. Dans Sandbox, en fait, vous et votre voisin, comme dans le monde physique, vous êtes liés géographiquement, spatialement. Et donc, quand un avatar va à la bordure extrême d'un terrain, et il continue à marcher, il va sur le terrain voisin. Et ça crée une sorte de layer social de découverte, puisque finalement, je reviens un peu à cette comparaison, comme dans le monde physique, on se promène dans une ville, il y a des rues, on tourne à un coin, on découvre un nouveau terrain, un nouvel espace, un nouveau restaurant, café, boutique, centre de jeu, etc. Et dans le métavers, c'est pareil, en fait, on peut découvrir des expériences par le biais de notre exploration géospatiale sur ces terrains. Et donc, on peut devenir le voisin virtuel de certaines célébrités, certaines grandes marques, comme un Snoop Dogg, une Paris Hilton, un Ubisoft, etc. Et ça, c'est original. Et ça permet aussi de développer et d'étendre la présence des marques, des célébrités, et aussi d'apporter de la visibilité aux plus petits créateurs qui vont démarrer sur la plateforme, tout ce UGC qui va devenir prépondérant. Pour vous, c'est quoi le milestone qui fera que vous ne serez plus en alpha et que vous allez peut-être engager plus de communication, d'acquisition, etc.? Alors, la plateforme est effectivement en développement. On a sorti différents outils de création. On a vraiment démarré par là. Un éditeur en 3D qui s'appelle VoxEdit, qui est disponible en bêta. On appelle ça un game maker, no code, donc on n'a aucune connaissance en programmation n'est requise pour développer des expériences. Juste tout se fait par drag and drop. Qui lui aussi est en bêta et disponible et continue à être mise à jour quasiment tous les mois avec des nouvelles fonctionnalités très intéressantes. La carte, la marketplace, la map sont disponibles et on a lancé en fait des premières expériences depuis un peu plus d'un an sous la forme de ce qu'on appelle des saisons. On appelle ça la Alpha Season 1, 2, 3, 1, 2, 3, pardon. Et des événements avec un nombre fini d'expériences sur la carte qui sont sélectionnés par nos équipes pour être un peu des contenus qui vont refléter les possibilités et qualitatifs. Et donc à donner un peu un premier aperçu des possibilités de ce qu'on peut faire dans le métaverse avec son avatar. Et là, on arrive, on vient tout juste de l'annoncer, donc sur fin septembre, voire fin de troisième trimestre au plus tard cette année, n'importe lequel des terrains virtuels va pouvoir être ouvert directement à sa propre audience, etc. Ça veut dire qu'un peu plus de 23 500 détenteurs de terrains virtuels, donc la communauté de Sandbox est très distribuée, beaucoup de créateurs, vont pouvoir lancer leur expérience, pas forcément dès le premier jour, mais maintenant ils en ont appris, donc on va voir apparaître des centaines de contenus, j'espère des milliers, et donc une exploration encore plus de richesse, de diversité pour explorer, de raisons de venir s'amuser, découvrir, faire des amis, socialiser, compléter des quêtes, collecter des ressources, et donc passer beaucoup plus de temps dans le métaverse, ce qui va pouvoir, j'espère, amener un public encore plus grand que ce qu'on a actuellement dans Sandbox. Du coup, tu as répondu un peu à mes questions. La prochaine étape, du coup, c'est cette grosse annonce qui va faire que ça va ouvrir la boîte de C'est vraiment le gros objectif sur 2023. Une fois qu'on a vraiment introduit des mécaniques, que les outils de création sont plus stables et permettent de faire des choses vraiment assez variées, cette ouverture, qui je pense est un bon point de départ, et ça nous amène sur 2024. Et je pense que tu voulais savoir un petit peu, pour l'instant, Sandbox c'est que sur PC et Mac actuellement. Oui.
Notre objectif, c'est aussi de rendre disponible sur mobile. Donc 2024, un peu un retour aux origines avec Sandbox sur smartphone. Ça sera pas forcément les outils de création, on va rester sur PC, mais au moins la navigation, depuis n'importe où, sur mobile. On peut avoir des amis, on peut voir leur statut en ligne et en un tap, on les amène, ils nous rejoignent pour faire un anniversaire, un jeu, etc. À plusieurs, un petit parcours race, ça peut être sympa. Et après, continuer à explorer un peu les possibilités technologiques. Il y a l'Apple Vision Pro qui est annoncé, qui sortira l'an prochain. Ça va peut-être nous inspirer des nouvelles choses. En réalité, La R et la VR, c'est quelque chose. alors on parle de MR maintenant, la mixed reality. Ça peut être vraiment intéressant de voir finalement ces contenus numériques avec qui vont se mêler avec le monde physique. Tout ça va faire partie de la réalité. On ne parle pas de monde virtuel versus de monde réel. Je parle de monde physique et de monde virtuel désormais pour parler de la réalité. Et faire que finalement, si nos contenus virtuels sont omniprésents, les avatars sont omniprésents dans notre réalité, ils s'intègrent de mieux en mieux. Et ça va permettre à la croissance d'attirer de plus en plus de créateurs j'espère avoir un impact positif sur le développement d'une économie numérique, du Web3, des NFT et donc du métaverse derrière. Super. Et je te remercie en tout cas, Sébastien. Un plaisir. On a répondu à pas mal de mes questions, justement. On aura parlé du coup de l'économie, on aura fait le point. Comment on vous suit? Sur Twitter? Sur Twitter, sur Discord. Si vous connaissez pas Sandbox, vous pouvez aller sur sandbox.game, G-A-M-E. Vous créez un avatar. C'est gratuit et du coup, c'est une opportunité un peu de découvrir ce qui se fait dans le métavers et peut-être à votre tour devenir un créateur et venir inspirer d'autres personnes. Ça marche. Donc pour le moment sur PC et sur Mac, avec un petit client téléchargeable. C'est ça. assez simple. Vous créez un compte, vous le téléchargez, vous l'exécutez. On vous laisse tout ça en description. Encore une fois, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. On se dit à très vite peut-être sur une émission Twitch. Je l'espère. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Je t'en prie, nickel. C'était top. Bon, on est dans les temps et tout.